Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 58e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, il sera question de la loterie de la LNH qui a eu lieu il y a quelques jours et du repêchage 2023 qui aura lieu en juin à Nashville. Je suis très heureux de recevoir à nouveau Mathieu Paradis du TSLH Podcast et propriétaire du site Tout sur le hockey. Mathieu, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi, Étienne. Super bien aussi. Avant de parler un petit peu de toute la folie qui a suivi l'après-loterie, j'aimerais que tu me dises comment vous avez vu ça, les gars du TSLH podcast en live, hein. Vous avez fait une émission spéciale pour un petit peu y aller de décortiquer chacune des sélections qui défilaient une après l'autre. Donc, comment a été l'expérience d'y aller d'un live, là? Nous autres, souvent, c'est ce qu'on fait là, des lives pour la loterie parce que tu sais, on aime ça aussi discuter avec les auditeurs en même temps qu'on voit les choix sortir. C'est sûr que ça déboule assez vite là, pendant Ouais, ça va l'émission. vite. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, on en profite, on commence une demi-heure avant, on offre un petit peu tu sais, des analyses, tu sais, nos prédictions. Qu'au final, les prédictions, ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est des probabilités, c'est un tirage. Mais ça alimente des discussions, c'est le fun. Puis tout au long de la loterie, on espérait donc bien qu'il y ait des surprises. Puis finalement, il n'y Ouais. en a pas tellement eu, mais ça a été une belle soirée quand même. C'est une émission qui est quand même assez particulière. On voit Bill Daly euh, afficher chacun des logos un après l'autre. Quand même, il y a une espèce d'effet de suspense qui est produit. Si on compare avec la loterie de la NBA, ça défile extrêmement rapidement. Les affiches vont super vite. Il n'y en a pas de suspense. Là, on dirait qu'on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Et comme tu dis, il n'y a pas vraiment eu de surprise jusqu'à temps que le Canadien a vu son affiche, a vu son logo être affiché en position numéro 5. Il y avait de quoi espérer aussi, hein. On sait que plus on s'avançait dans la loterie, moins qu'il y avait d'équipes qui n'étaient pas au rang où ils devaient se trouver, ben, ça donnait certaines chances aux Canadiens. Finalement, le CH est resté avec la position qu'il devait avoir, le cinquième rang. C'était quand même une position qui était moins favorable en fonction des probabilités, hein. Il avait plus de chances de reculer. Finalement, il reste en cinquième rang. Et finalement, ce sont les Hawks d'Atlanta qui sont passés du troisième au premier rang. Comment as-tu réagi quand tu as vu que c'était les Hawks? Évidemment, c'était dans la troisième équipe qui avait le plus de probabilités, mais on se dit, mon Dieu, cette équipe-là est donc chanceuse. Ils ont eu des joueurs extraordinaires pendant tellement d'années. Ils ont remporté 3 Coupes Stanley et là, leur cycle est fini, mais il y en a un autre beau qui va pouvoir commencer, là. On dirait que c'était c'était une finalité qui était envisageable, qui Ouais. était prévisible. Tu sais, moi, sans être dans les complots, tu sais, je disais que si les Hawks se ramassent avec Bédard, c'est un drôle d'addon, si on veut, mais mes croyances ont été un peu cassées par des gens sur Twitter qui m'ont témoigné que la Ligue nationale montrait une vidéo par la suite du boulier et du processus, puis tout ça. Donc, Ouais. tu sais, à un moment donné, je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. Si on ne croit pas à ça, on ne croira en rien dans la vie, là, Exact. tu sais. Fait que, on va dire que c'est ça. C'est, le Ils ont hasard été a fait. chanceux. Exact. Le hasard a fait bien les choses. Tu sais, il y a Ouais. deux joueurs de franchise qui quittent en Taze et en Kane. Mm. Puis soudainement, tu as un joueur de franchise qui vient rentrer la saison tout de suite après. Donc, c'est sûr que c'est un gros, gros, gros coup de pouce dans la reconstruction qui s'entamait à Chicago là, de voir Bédard débarquer, là. Et là, on est une dizaine de jours plus tard que la fameuse journée de la loterie. Et les jours qui ont suivi ont été absolument complètement fous. On, on aurait donc espéré que le Canadien puisse évidemment avoir le premier choix pour avoir Bédard, mais pour enlever un petit peu toute cette spéculation puis toute cette folie qui est pré-repêchage, ça avait été la même chose l'année passée. Et là, on se fait confirmer le cinquième rang. Et là, la vague de spéculation est déferlée sur le Québec en entier. Et le nom qui était sur toutes les lèvres, c'est celui de Matvei Mishkov. On en reparlera un petit peu plus longuement par rapport à si c'est un candidat qui est potentiel. Comment tu trouves ça, toute cette
cette folie-là qui en suit. Il y a énormément de gens qui vont y aller de spéculation. On dirait que ça fait partie de l'effet spécial qui est le hockey au Québec et à Montréal, mais en même temps, on s'entend que ça a été nettement exagéré comme réaction, là. Ouais, ben, tu sais, c'est un réflexe normal quand les gens sont passionnés, tu sais, Ouais, de hockey. Puis on voit qu'il y a une passion aussi pour les espoirs depuis que le Canadien, tu sais, est plus haut au repêchage en raison de ses mauvaises performances, là. Donc, il y a un intérêt, les gens s'informent plus, les gens suivent ça. ouais. Puis là, il y a comme un espèce de défi d'essayer de deviner qui sera le choix, le cinquième choix pour les Canadiens. Puis tu sais, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les certitudes on rentre beaucoup dans les certitudes. Puis c'est tout sauf Ouais, c'est certain, tu ça, sais, qui va être absolument. sélectionné au cinquième rang, tu sais. Puis l'année passée, tu sais, je dois avouer que l'année passée, on a été assez vocal pour Shane Wright, tu sais, parce que nous, on croyait beaucoup, puis on croit encore en ce joueur-là, mais il y a eu des spéculations qui allaient d'un côté, puis de l'autre, là, il y avait le clan Cooley, il y avait le camp Wright, il y avait soudainement le camp Slavkovski par Slavkovski, ouais. après, puis là, ben, tout le monde se faisait une guerre par rapport à ça, puis sais, nous, étant donné qu'on a regardé beaucoup ces joueurs-là, forcément, on a rentré un peu dans cette Clairement, guerre-là. ben Puis, oui. tu sais, cette année, on essaie d'apprendre un peu plus du côté du TSLH Espoir pour connaître notre rôle. Puis, notre rôle, là, c'est de présenter les espoirs. Exact. C'est de montrer quel type de joueur est discuté dans les spéculations. Donc, on a beau spéculer que ce soit Ryan Baker, Smith, on aura l'occasion de parler des Des cibles plus choix tard. potentiels, ouais. Mais tu sais, que ce soit un ou l'autre, nous, le rôle qu'on se donne cette année, c'est juste de présenter les joueurs. Puis oui, on va donner notre opinion. Oui, on va s'affirmer sur qui on voit le plus arriver à Montréal. Mais rendu là, ben, on présente les profils, puis les joueurs se feront, les partisans, je veux dire, se feront une propre opinion sur les joueurs. Tu sais. Et je pense que, évidemment, pas pour prêcher pour notre paroisse, mais le groupe de Tout sur le hockey a fait un beau boulot depuis la loterie de présenter des faits. Et évidemment, avec la sélection de Mishkov, il y a énormément d'interrogations. Et ça va mener à vraiment le noyau, là, la chair de notre discussion d'aujourd'hui qui sera autour des cibles potentielles pour le choix numéro 5 et pour le choix qui appartient aux Panthers. Ça viendra à la deuxième partie d'émission. Tu as publié deux articles extrêmement intéressants au cours des 2 dernières semaines sur justement les cibles potentielles et des différents scénarios qui pourraient se produire lors de la journée du repêchage pour les choix du Canadien. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le lire, je vous le suggère sur le site de Tout sur le hockey. Et si on décortique un petit peu les éléments qu'on connaît déjà, on sait que très fort probablement, les Blackhawks vont prendre Connor Bedard à moins d'une surprise substantielle. C'est pratiquement un lock. Ensuite, le plus probable, ce serait de classer Adam Fantilli en deuxième position, sans y aller d'un mock, mais si ça va nous amener à Mishkov. Dans les derniers jours, Columbus ont mentionné qu'il voulait repêcher un centre. Donc, on peut spéculer que ce sera probablement Will Smith ou Léo Carlson. Et encore une fois, ça nous amène à Mishkov au rang numéro 4. Est-ce que San Jose va être tenté de le prendre? On n'a pas vraiment la réponse tout de suite, mais fort est d'admettre qu'il risque d'être disponible. Et dans ton article sur les choix potentiels, je trouvais ça intéressant. Tu as amené trois différentes catégories, trois différentes possibilités. Les choix qui sont audacieux, le choix qui va être un coup de circuit et le choix qui est considéré comme safe, un choix où on risque de ne pas se tromper. Et pour la première approche, ça serait d'être audacieux et d'y aller avec une sélection de Matvei Mishkov. Euh, toi et les autres membres du TSLH podcast, vous allez être bien placés pour en parler lors de l'émission en live du repêchage. Mais Mishkov, vous le connaissez. Et pourquoi, selon toi, c'est un choix qui est considéré comme audacieux? Ben, c'est le contexte, surtout. C'est l'incertitude, tant au niveau tu sais, de sa situation contractuelle qu'au niveau de son intention de venir dans la Ligue nationale.
Il y a aussi quand même une certaine incertitude par rapport, il y a plusieurs personnes qui soulèvent des points dans son jeu qui pourraient lui nuire une fois dans la Ligue nationale. Moi, je ne rentre pas vraiment Ouais, là-dedans pas parce que beaucoup. Ouais. ben, le gabarit, puis souvent, c'est ce qui va sortir, le gabarit, puis sa capacité à défendre dans sa zone, mais il y a des joueurs pour qui c'est plus problématique que ces drapeaux-là sortent. Dans le cas de Michkov, il est tellement élite dans son Ben offensive, oui. il est tellement élite dans ce qu'il apporte sur la patinoire que ces drapeaux-là sont plus atténués, je dirais. Puis, à un moment donné, le gars a du talent. Moi, présentement, il est troisième sur ma liste. Il est derrière Adam Fantilli. Mais au niveau du talent pur, Il serait c'est devant vraiment lui. Michkov en bas de Bédard. Puis il faut se Ouais. rappeler, il y a 2 ans, 2, 3 ans, quand Michkov jouait dans les tournois internationaux avant que la Russie se fasse suspendre, Ouais. c'était un joueur Il était pas qui loin de Bédard. se battait pour le premier rang avec Ouais. Bédard. Il Donc était dans là, la conversation. exact. Donc là, soudainement, on a changé un petit peu le fusil d'épaule en raison du contexte. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est audacieux d'aller chercher Michkov parce que, premièrement, il est sous contrat pendant 3 ans. Mais ça, On a. pour revenir sur ce point-là, je trouve que tu l'amènes très, très bien dans ton article. Ouais, Tu, tu enlèves un petit peu l'importance de cet argument-là, dans le sens ouais. que oui, c'est un point à considérer, mais la très grande majorité des espoirs ne joueront pas dans la Ligue nationale l'année prochaine. À moins, encore une fois, d'une grosse surprise, Will Smith ne sera pas dans la LNH. Il s'est commis envers l'université américaine. Et au moment où il va arriver, ben, il va arriver un petit peu, sa progression va être faite. Donc, ce ne sera pas un joueur qu'on doit sélectionner, qui devra rester une autre année dans son équipe junior ou à l'université, qui devra peut-être faire une année ou deux dans la Ligue américaine. C'est un joueur qui va faire sa progression dans la KHL et il a lui-même mentionné, c'était ça son objectif, faire sa progression en KHL. Donc, je trouve que dans ton article, ça amène directement au sujet que le 3 ans de contrat dans la KHL ne devrait pas être un facteur pour ne pas le repêcher. Non, exact. Puis, on parle de Will Smith. Oui, il est relié avec Boston College. Zach Benson, c'est un gars que je vois retourner dans le junior l'année Ouais. prochaine. Le 3 ans, là, ça a l'air de titiller beaucoup, mais quand on regarde froidement les dernières sélections du Canadien qu'on a amenées immédiatement dans la Ligue nationale, est-ce que On ça le a sait. bien Ouais, c'est fonctionné? ça. M- Disons qu'on a Moyen. pris. On l'a peut-être regretté un peu par la suite. Là. Exact. Donc, si on a l'occasion d'avoir un espoir qui se développe dans une ligue qui est la KHL, qui est une ligue d'adultes, puis cette année, il y a 23 points en 27 matchs, Matvei Mishkov, avec Sochi, qui n'est pas son équipe normalement. Le SKA l'a prêté contre de l'argent et Sochi était la pire équipe de la ligue. Ouais. Donc, 23 points en 27 matchs dans la meilleure équipe, dans la pire équipe de la meilleure ligue de Russie. C'est quand même un indicatif que le gars, je veux dire, il est capable de produire dans un certain niveau et il est avancé dans son développement par rapport à son âge. Donc, si on prend tous les autres joueurs autour, à mon avis, du cinquième rang, je pense que pour un impact immédiat dans l'organisation du Canadien, il n'y a pas un joueur qui va pouvoir avoir un impact immédiat avant 3 ans, à moins qu'un Léo Carlson descende jusqu'au rang du Canadien. Mais est-ce qu'on peut Ouais. parier là-dessus? Moi, je ne crois Ça pas. serait une surprise. Ça serait une surprise. Donc, à ce moment-là, attendre 3 ans n'est vraiment pas dramatique pour le CH, mais vraiment pas. Un facteur qui est cependant à considérer dans la possible sélection de Mishkov au rang numéro 5, c'est le facteur sociopolitique qui entoure la Russie et le restant du monde, si on veut. Le contrat, on l'a mis de côté un petit peu. Il y a la possibilité que la Russie veuille le garder. Ça, c'est certain, ils vont vouloir le garder. Ils veulent avoir leur grande vedette dans la KHL pour de nombreuses années. On a vu certaines techniques russes dans les dernières années. Exemple, obliger le service militaire. Sans se lancer dans une conspiration, le moins qu'on peut se dire, c'est que la mort de son père est nébuleuse. C'est dans un contexte qui est très particulier. Est-ce qu'une possible prolongation de contrat euh, serait envisageable? Et c'est ce qui fait vraiment peur aux équipes nord-américaines, plutôt que, je pense,
quelques petits red flags que tu as abordés, je pense que c'est vraiment le fait qu'il veuille rester en Russie qui pourrait faire peur. Il y a des signes encourageants. Il a dit lui-même qu'il voulait aller dans la LNH. C'était son rêve. C'était avant la mort de son père. Mais il sera présent au repêchage aussi. Donc, si vraiment il n'en avait rien à faire de la LNH, il ne serait pas là. Mais c'est quand même des facteurs à considérer, là. Ouais, ben tu sais, déjà en partant qui donne une entrevue avec la Ligue nationale en version probablement vidéo, où Ouais. il n'a pas rencontré le journaliste, mais déjà qu'il puisse donner une entrevue, tu sais, je veux dire, des fois, Ça montre sa volonté. Ouais. ben oui, puis on écoute parfois les discours d'un bord et d'un autre, puis on a l'impression que Michkov est cloîtré dans un appartement, puis il n'a pas le droit de bouger de là, puis la Russie l'empêche de tout faire, mais il a donné une entrevue avec la NHL, il va être là au repêchage, il a mentionné qu'il voulait jouer dans la Ligue nationale également. Euh, il y a des signes encourageants, puis on se souviendra des gars comme Ovechkin, Malkin, Panarin, Ouais, Kaprizov, c'était des vedettes dans KHL, puis ces gars-là jouent dans la Ligue c'est nationale vrai. présentement. Donc, à un moment donné, tu sais, je peux comprendre qu'on a peur que la situation de Michkov soit la même qu'Ivan Fedotov, le gardien de but des Flyers, que dans le fond, on l'a empêché de quitter la Russie pour rejoindre les Flyers parce qu'il n'avait pas fait son service militaire. Je peux comprendre la crainte, puis ça vient dans l'audace aussi d'aller Ouais. chercher un Matvei Michkov. Mais moi, si je suis recruteur, puis là, ben, tu sais, je veux dire, j'imagine qu'ils font leur job, ils savent quoi faire, c'est pas moi qui vais leur apprendre. Je suis même pas un recruteur moi-même. Mais moi, les deux questions que je pose à Matvei Michkov en entrevue, c'est est-ce que ton service militaire est fait et quelles sont tes intentions par rapport à la Ligue nationale? À ce moment-là, tu sais, la Russie, leur seul leverage, leur seul levier qu'ils ont pour retenir Michkov, c'est d'offrir un contrat faramineux pour le Ouais. garder. Rendu là, ce sera la décision à Michkov, mais je pense que le Canadien a des bons arguments Définitivement. Ouais. pour venir chercher Michkov puis pour rivaliser avec une offre comme ça de la KHL. Là, Et lorsque ce sera le temps, il y a quand même certaines techniques qu'on pourrait utiliser pour convaincre Mishkov de venir à Montréal si on le sélectionne. Il y a eu des Russes qui ont eu du succès par le passé. On n'a qu'à penser à un Kovalev, un Markov. Et sans mentionner que peut-être que le Canadien va porter son choix sur lui, ce qui est clair, selon moi, c'est que le Canadien va être bien informé et va être au courant de justement toutes les petites variantes, toutes les petites variables qui sont importantes, ils vont les connaître. On sait que le directeur du recrutement, Nick Bobrov, a un certain lien avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Son père est un consultant. Donc, sans avoir une information privilégiée, il va avoir toutes les meilleures informations pour prendre la meilleure décision possible. Donc, on sait que ça va être fait en connaissance de cause. Donc, ça, c'est quand même un point qui est important. Comme tu as dit, la Russie, oui, même si les recruteurs n'ont pas pu aller sur place pour voir les matchs, c'est pas une zone X sur la map où il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a quand même des communications qui sont là et qui sont possibles. Allons-y dans la deuxième catégorie de choix pour cette cinquième sélection au total du prochain repêchage. La catégorie coup de circuit. Ce choix qui ferait en sorte euh, qui pourrait vraiment nous mener à un autre niveau. Ton choix s'est porté sur Zach Benson, qu'on peut voir en ce moment en finale avec le Ice de Winnipeg. Le Ice tire de l'arrière 1-3 contre la super puissance, les Thunderbirds de Seattle. Mais surtout, on a vu un Benson qui fait définitivement une plus belle figure lors des dernières semaines. Malheureusement, il a baissé au classement, puis tu l'expliques bien dans ton article. Il a baissé dans plusieurs classements. On peut le voir dans celui de Craig Button. Il a un petit peu dégringolé et parfois en dehors du top 10, mais je pense qu'il y a un contexte qui est important à amener et tu le présentes dans ton article aussi de pourquoi peut-être il y a eu une petite période à vide. Là. Ben, Benson a été blessé à la fin de la saison. Il a été mis en échec dans son angle mort. On soupçonne une blessure à l'épaule. Là. Ça n'a OK. jamais été vraiment confirmé. C'est difficile parfois d'avoir Ouais. les réelles blessures dans le junior. Puis c'est compréhensible aussi. C'est des joueurs d'âge mineur très Ouais. jeunes. Je comprends qu'on ne veut pas divulguer certaines informations, mais ça l'a clairement ralenti sur la patinoire. Puis là, je suis content justement. Plus les séries avancent,
plus on voit un Zach Benson qui joue de la même façon que l'an dernier avec le Ice en série. L'an dernier, Zach Benson Il était était incroyable. il drivait l'offensive. C'était lui le meneur en offensive devant des gars comme Savoy puis Geeky qui sont des joueurs de première ronde également. Euh, Pourquoi Benson a baissé dans des classements comme ça, Étienne? Je vais te l'expliquer très simplement. Il n'a pas joué dans des tournois internationaux. Ouais. Ouais, c'est le fait d'être en série qui lui a nui, mais Ben dans oui. un sens, c'est dommage pour lui. Explique-nous pourquoi, selon toi, ça pourrait être un choix coup de circuit. Pourquoi cette balle qui est frappée pourrait aller l'autre bord de la clôture si on sélectionne un petit attaquant qui joue gros, mais il faut penser que si on prend un Zach Benson, on va avoir un autre petit attaquant sur notre top 6. Ben, tu l'as dit, c'est le gabarit. Il y a beaucoup d'espoir présentement chez le Canadien qui sont de petits gabarits. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est une sélection qui pourrait ne pas plaire à tous à cause de justement ce gabarit-là. Par contre, ceux qui l'ont vu jouer depuis 2 ans, nous, on le suit depuis 2 ans Ouais. parce que en jouant à Winnipeg, il y a Savoy, il y a Geeky, Beaucoup d'espoir de euh, qualité autour de lui. exact, il y a Lembos qu'on continue à suivre. Donc, c'est un joueur qu'on observe depuis longtemps, Benson, puis il n'y a pas eu de, mis à part son retour de blessure, il n'y a pas eu vraiment de passage à vide. Il a toujours offert de l'offensive, il a toujours été le meneur sur son trio. Il a offert de l'intensité également. En échec avant, il est excellent. Ouais. En transport de rondelles également, c'est un gars qui fait progresser le jeu. Donc, il joue super bien depuis 2 ans et pourtant, ça semble être un gars qui descend dans les discussions à cause de son gabarit, à cause qu'il y a d'autres joueurs qui jouent dans des tournois internationaux, donc ils ont la chance de se prouver plus au grand public. Donc là, ben, ces gens-là montent dans des listes, puis on ramène Benson plus bas. On a Mais plusieurs Ben, exemples en tête. exact, mais tu sais, Benson n'a pas donné d'argument pour baisser à ce point-là, tu sais, puis c'est un gars, tu sais, dans l'optique qu'on a Slavkovski qui se développe très bien, qu'on a possiblement Pierre-Luc Dubois qui s'amène à Ouais. Montréal. Tu sais, tu as un gars comme Emil Heinemann, exemple, que tu sais, c'est pas un énorme gabarit comme Slavkovski, mais c'est un gars qui joue physique, c'est un gars qui est très bon en échec avant, qui a du chien dans le nez et qui a un meilleur gabarit que Benson. Tu sais, c'est des joueurs qui peuvent venir en support justement à cet aspect-là de Benson qui n'est pas gros. Mais il y a toujours le nez ou ce qu'il faut pareil, Benson. Donc, c'est Et, ça qui devient intéressant aussi. et mis à part justement ce chien-là, selon toi, quelle est la qualité primaire de Benson qui ferait dire aux Canadiens, oui, on jette notre dévolu sur lui, on le sélectionne au 5e rang. Quel est son principal atout à l'attaque, mis à part justement son bon échec avant et le fait qu'il n'ait pas peur de rien, là? Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est un gars qui varie excessivement bien ses façons de marquer. C'est un gars Une belle qui va qualité, ça. décocher les tirs dans l'enclave, du haut de l'enclave. Il va foncer au filet pour récupérer des rondelles. Puis, tu sais, le Canadien a beaucoup parlé l'année passée qu'il cherchait des joueurs avec de l'intensité, un désir de vaincre, une éthique de travail, qui jouent rapidement, qui exécutent rapidement, puis qui ont du talent offensif. Benson coche toutes les cases de ce que je viens de te dire. Donc, moi, c'est pour ça que c'est un choix qui est très, très, très alléchant pour le Canadien, mais je l'étiquette comme un coup de circuit parce qu'au 5e rang, il y aurait des choix plus sécuritaires quand Ouais. même, qui pourraient agir sous plusieurs facettes, qu'on pourrait mettre sur un troisième, un deuxième trio. Mais avec Benson, tu vas chercher le talent, vraiment le talent pur, si tu ne veux pas prendre Michkov. Et parlons-en justement de ces choix sécuritaires-là. Advenant le cas que Matvei Mishkov soit sélectionné avant le 5e rang, probablement au 4e rang par les Sharks, il n'y a pas de débat. On va sélectionner Will Smith ou Leo Carlson, celui restant. Si on décide, si ces joueurs-là sont sélectionnés et qu'on décide de ne ni prendre Mishkov ni prendre Benson, c'est là que ça devient intéressant. Deux noms qui nous viennent en tête et il faut mentionner que ces deux joueurs-là pourraient possiblement, le Canadien pourrait euh, transiger pour reculer. Et ce seront des joueurs qui seraient potentiellement disponibles au choix du Canadien si on recule de 2-3 rangs. On pense à Dalibor Dvorsky et un des noms qui fait le plus parler ces temps-ci, c'est David Reinbacher
qui sont deux choix qui sont sûrs pour la LNH. L'un est un centre en Dvorsky, des très, très belles qualités, les complets. Reinbacker, qui a joué en Ligue suisse cette année, on voit vraiment un potentiel NHL ready. Est-ce que ce sont, premièrement, on va mentionner si c'est le type de joueurs qu'ils sont. Est-ce que ce serait, selon toi, une bonne sélection au 5e rang? Et si la réponse est non, est-ce que ça peut valoir la peine de reculer pour les sélectionner? Ben, c'est une question qui est difficile à répondre parce que, tu Absolument. sais, est-ce qu'on sait vraiment si c'est un vrai bon choix tu sais, au 5e rang? Tu sais? Est-ce On ne peut que jamais plus vraiment le tard, savoir, c'est exact, ça. tu sais, est-ce que, tu sais, disons que le CH repêche Reinbacker ou Dvorsky au 5e rang, puis que là, c'est la grogne, on aurait pu avoir ce joueur-là au 8e, Ouais, 9e, puis que finalement, Dvorsky devient le 3e meilleur joueur de ce repêchage-là. Tu sais. Ça va avoir été une bonne sélection. Tu sais. Donc, la réponse que je donnerais, c'est Reinbacker et Dvorsky, c'est des très bons espoirs. Tu sais, des fois, je vois si le Canadien ne prend pas Michkov, c'est inconcevable. Puis, tu sais, c'est comme noir ou blanc, là, tu sais. Mais Dvorsky, c'est un excellent espoir, là, tu sais. C'est juste que moi, personnellement, je pense qu'au 5e rang, si tu as la chance et que tu as l'information que les équipes tout juste derrière ne sont pas intéressées à ces joueurs-là, je pense que ça pourrait valoir la peine de reculer au 7e, 8e rang et aller chercher un espoir avec ça, parce que exact. tu peux pas échanger ton 5e contre ton 7e one-on-one. Il y a de quoi qui va venir avec ça. Tu te débarrasses d'un contrat, tu acquiers Ouais. un espoir. Il y a quelque chose qui vient avec ça. Et au Et, 7e rang, tu ramasses Dvorsky ou Reinbacker. et le Canadien se protège en agissant de cette manière-là. On dirait que ce qui fait peur aux gens, c'est que le Canadien sélectionne un. Disons, Ryan Backer a peut-être moins de comparables directs, mais exemple, on sélectionne un Dvorsky au 5e rang et que justement Mishkov et Benson sont sélectionnés après, les chances sont que Benson et Mishkov aient des meilleures carrières dans la LNH. Tu l'as dit, ça se peut que Dvorsky finisse par être le troisième. Mais disons que son plafond offensif est peut-être un petit peu moins haut que les autres. En se reculant, le Canadien admettrait ce ne sont pas nécessairement des gars qu'on sélectionnerait. On est au courant de ça. Disons qu'on se libère la critique potentielle de se faire dire encore une fois, on n'a pas choisi le bon joueur. Et c'est arrivé trop souvent dans les dernières années que le Canadien se trompe avec un choix qui est élevé. En se reculant, on se libère un petit peu de cette potentielle critique. Parle-nous rapidement de Dvorsky et de Reinbacker. Qu'est-ce qui pourrait amener aux Canadiens? Dvorsky qui revient d'un excellent tournoi à U18, là, il a vraiment plafonné dans ce tournoi. Euh, pourquoi est-ce que ce serait des sélections intéressantes pour le Canadien? Ben, tu sais, avant d'y aller avec des explications, je vais revenir à quelque chose que tu as dit d'intéressant, là, euh, de reculer et de s'enlever le fardeau de dire on n'a pas pris le bon joueur. Je pense qu'en reculant comme ça, tu viens justement donner une valeur à ton 7e choix Oui, plutôt vraiment. que de faire un reach au C'est 5e vrai. pour aller chercher un joueur qui t'intéresse. Puis à la limite, là, si tu Ça amène recules trop de au. pression aussi, là. Exact. Puis tu sais, si tu recules au 7e ou au 8e, puis que là, l'équipe au 6e ou au 7e rang devant toi décide de prendre Vorsky, décide de prendre Reinbacker, puis Benson, il demeure disponible au 8e, ben tu prends Benson. Tu sais. Le Certainement. choix, le Le choix choix va est simple. valoir encore plus cher que ça. Puis en plus, tu vas t'être débarrassé d'un asset ou tu vas avoir récupéré un espoir. Tu sais, c'est pour ça. Je pense que c'est la stratégie que j'illustrais dans mon Ouais. texte, c'est que tu viens donner une certaine valeur à ce choix-là, en reculant. Mais pour revenir à Dvorsky, moi, je vois un potentiel de 2e centre, limite 3e si jamais il ne tombe pas dans une chaise où la production offensive répond. Mais je pense que c'est un gars qui est capable de montrer plus d'offensive qu'il nous a montré cette année. Son rôle n'était pas nécessairement d'être ultra offensif. Il s'est concentré sur les petits détails, sur son jeu professionnel. Puis quand il est arrivé dans le U18 contre des joueurs de son âge, ben là, tu voyais qu'offensivement, Ouais. il est capable de produire, il est capable d'être une menace. C'est un centre de 6 pieds 2, créatif,
possède un très bon tir également et une très belle intelligence sur la patinoire. Donc, moi, je comprendrais ce choix-là. Puis au 5e rang, je le comprendrais aussi. Je serais déçu qu'on Ouais. n'y aille pas vraiment avec le choix du talent en premier. Mais je veux dire, Dvorsky finit une saison, finit avec une moyenne par saison de 70 points et Benson termine ses moyennes de saison avec 80 points. Toujours bien juste 10 points de différence. Là. C'est ça, il n'y Puis, a pas une puis si Dvorsky grosse peut différence. offrir des belles choses sur la patinoire aussi. Là, fait que, Et du côté de Reinbacher, plusieurs voient en lui justement un manque dans l'organisation, ce défenseur droitier de première paire qui manquerait dans l'organigramme du Canadien. Est-ce que ce serait justifié selon toi comme sélection? ça peut être justifié. C'est sûr que je trouve ça haut au 5e rang. Euh, Puis là, c'est vraiment une opinion personnelle. Euh, Moi, je ne vois pas Reinbacker comme un premier défenseur. Je pense que des gars comme Lane Hudson puis Logan Mailloux ont plus le potentiel de OK. devenir ces corps arrière-là. Parce que moi, à mes yeux, un premier défenseur, c'est le corps arrière qui va Ouais. mener ton offensive, qui va mener ton avantage numérique. Puis je trouve pas que Reinbacker a ce potentiel-là. Un potentiel peut-être plus à la Goulet, là, de la stabilité, de la très bonne relance. Il peut être physique, pas au point d'être un Moritz Seider, Ouais. parce qu'on le compare On beaucoup a à entendu la Seider. comparaison, ouais. Je pense que Reinbacker est beaucoup moins physique que Sider. Puis, on en a parlé dans notre récent podcast aussi, du TSLH podcast avec la Ouais. relève. Puis, mais c'est ça, je pense que l'apport peut être un peu similaire à celle de Goulet en étant droitier. Donc, ça devient intéressant pour la première paire. Mais si au final, dans ton organigramme, Mayu, Hudson, ça se développe très, très bien, Goulet est là également. Reinbacker, tu le trouves coincé sur ta deuxième paire. La C'est toujours nécessité n'est peut-être pas bien là, ouais. c'est toujours bien un 5e choix dans une deuxième paire. Mais je veux dire, c'est un des gars que je vois arriver le plus rapidement dans la Ligue nationale. Fait que ça devient alléchant. Et Euh, ça va être intéressant de voir sa progression sur vos listes de fin de saison qui vont sortir dans les prochaines semaines. Je n'ai pas le classement de tout le monde en mémoire, mais pour la majorité, il était vers la fin vingtaine, Reinbacker, pour la majorité des intervenants du TSLH Espoir. J'imagine qu'il va y avoir une certaine progression parce qu'on a vu quand même des belles choses de lui dans les derniers mois. Mais c'est intéressant ce que tu amènes comme point que son plafond n'est peut-être pas aussi haut qu'on pense. Son plancher est élevé, son plafond n'est peut-être pas aussi haut qu'on pense. Et si les circonstances avaient été différentes, ben là, peut-être que ça aurait été, disons, une excellente sélection, mais en position numéro 5, si le CH ne se recule pas. Oui, c'est un choix qui est safe, mais c'est pas nécessairement le choix qui va faire tant avancer ton organisation. Tu amènes aussi des joueurs en devenant la possibilité que le Canadien se recule, des Ryan Leonard, des Oliver Moore, les deux du programme national américain qui ont eu une superbe saison. En quelques mots, est-ce que, évidemment, il faudrait reculer quelque part peut-être entre 8 et 12, mais ça pourrait être des joueurs qui aident le Canadien à moyen et long terme. ouais, ben Oliver Moore, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il y a des choses, au niveau de sa capacité à process, dans le fond, comment je pourrais dire, à faire fitter la rapidité de son patin et la rapidité de sa prise de décision. Ouais, parce Ça va qu'il être est le, très rapide. ouais, ça va être le gros défi dans sa progression. Ça va être à surveiller. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être disponible même. Moi, je l'ai haut dans ma liste, mais Ouais, je pense que c'est un joueur qui peut sortir milieu de première ronde. Là, ouais. fait qu'il faudrait quasiment se monter avec le choix des Panthers plutôt que se descendre du 5e. Là. Mais du côté de Ryan Leonard, si jamais le CH le prend au 5e rang, je trouverais ça haut, mais je serais très, 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 très content. Parce que OK. c'est vraiment un joueur rugueux. On le dit souvent, là, mais Ouais, c'est un joueur qui est capable d'être physique. C'est un joueur qui possède un excellent tir. Puis, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas nécessairement profité du fait que Will Smith était incroyable dans ce trio-là. Il apportait vraiment une touche complètement différente sur un talent, sur un trio très talentueux.
Puis ça, je trouve ça intéressant quand tu penses à peut-être l'amener dans l'entourage avec un Caulfield puis un Suzuki, là. Je trouve que c'est un profil vraiment intéressant pour le Canadien. La dernière possibilité qui existe pour ce choix numéro 5, et Ken Hughes en a parlé, a évoqué la possibilité suite à la loterie, c'est le fait de s'avancer. On ne se lancera pas nécessairement dans des possibilités de qu'est-ce que ça pourrait coûter. Juste d'un point de vue réaliste, si on tasse Chicago et Anaheim de l'équation, nous reste Columbus qui ont besoin de ce futur premier centre pour les prochaines années, une position qui est très, très importante, et ils n'ont pas ce candidat-là nécessairement qui pourrait euh, jouer ce rôle-là de premier centre à long terme. Il nous reste San Jose qui, sans avoir la plus belle banque d'espoir, et on peut penser évidemment à Thomas Bordeleau, William Eklund, ils n'ont pas nécessairement non plus cet espoir élite qui pourrait être dans son équipe à long terme. Donc, on dirait que oui, le retour serait intéressant, mais personnellement, je ne les vois pas vraiment échanger leur choix pour se reculer, parce que c'est une équipe qui a besoin de ce gros espoir-là. Donc, oui, c'est une possibilité qui existe. Est-ce que c'est probable? Selon moi, pas vraiment. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la possibilité de monter, là. Moi, je vois vraiment aucune chance que le Ouais, CH monte. Pour vrai, tu sais, rendu là, si les Sharks veulent pas tu sais, ils veulent Michkov, mettons, là, puis le CH veut pas le repêcher, ben San Jose va juste prendre Michkov au quatrième exact. rang. Tu sais. Fait Exact. que je vois même pas la possibilité qu'une équipe transige pour que le CH monte, là, vraiment pas. Là. Ton deuxième article qui est sorti en début de semaine en était un autant plus intéressant, parce que la victoire des Panthers contre les Maple Leafs, ça en est suivi d'un vent de panique un petit peu généralisé. Les gens étaient extrêmement déçus. Évidemment, plusieurs s'étaient probablement donné des attentes qui étaient un petit peu farfelues, comme quoi d'avoir deux choix top 10 au prochain repêchage. Les chances que ça arrive étaient très, très minces. Oui, le fait est que les Panthers se sont faufilés en séries éliminatoires. Est-ce qu'on les attendait là? En finale d'association, pas du tout. Évidemment, la très, très grande majorité des, des partisans de hockey pensaient que les Bruins allaient venir à bout des Panthers. Finalement, ce n'est pas arrivé. Les Maple Leafs non plus. Et ça fait en sorte que le choix des Panthers est monté du 17e rang à quelque part entre le 29 et 32e, dépendamment de leur situation. S'ils se font éliminer en finale, en demi-finale, ce sera le 29e rang. Et là, plusieurs ont trouvé ça extrêmement décevant qu'on allait perdre une belle opportunité. Toutefois, et tu vas pouvoir renchérir là-dessus, pour vous avoir énormément écouté et lu cette année, et pour avoir eu des discussions avec vous, c'est un repêchage où, après justement ce 15-16e rang, la dernière fois que j'avais parlé à Simon à propos de sa liste, Simon Servant, c'était là qu'il situait son point, un petit peu son barème. Après le 15-16e rang, il y a quand même un écart, et la banque d'espoir pourrait pratiquement s'interchanger entre 16 et 40. Et je ne veux pas non plus minimiser la déception des partisans du Canadien, mais c'est quand même une dose d'espoir intéressante, que les gens peuvent se dire, ben, peut-être que le gars qui avait en tête au 17 pourrait être disponible au 29. Donc, je serais curieux d'entendre ta touche justement sur le fait que ben, peut-être minimiser justement cette déception-là. Là. Je vais commencer par attiser la déception. Si le CH, si le CH avait pas mangé autant de volets contre les Panthers, peut-être que la Floride serait même pas en série, mais bon. Mais pour te relancer aussi, si ton équipe, les Pingouins, avait eu un petit peu de bon sens en fin de saison, on aurait eu le 17 aussi. Ouais, ça, c'est. Donc, il y a Écoute, plusieurs éléments. c'est un coup bas, Étienne, mais c'est mérité. C'est C'est vrai. mérité. C'est... Non, Et, mais pour vas-y. vrai, tu sais, oui, je l'attise, mais je vais l'atténuer. Honnêtement, Ouais. tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça. Les joueurs disponibles au 17, 18, 19, il va y avoir, si ce n'est pas les mêmes,
c'est des joueurs avec des profils similaires et aussi intéressants qui peuvent être disponibles autour de 28, 29, 30, 31, 32. On ne sait toujours pas où les Panthers vont terminer, mais je pense qu'il y a des profils très similaires et peut-être même les mêmes joueurs vont être disponibles. Donc, oui, il y a une dose d'espoir à ce niveau-là. Dans ton article, tu es allé encore de 3 possibilités. On va y aller de quelques références intéressantes avec des termes baseball. La Yes. première catégorie, c'est un coup au champ gauche. Qu'est-ce qu'un tir au champ gauche? C'est une sélection qui pourrait être inattendue. Quelque chose qu'on n'attend pas nécessairement, mais qui pourrait quand même être euh, franchement intéressant. Et la première idée que tu explores dans ce texte, ce serait l'idée de repêcher un gardien. Et là, on le sait que plusieurs vont avoir des gros yeux. C'est une question qui est quand même sensible, celle du gardien de but. Surtout à Montréal, on a eu Carey Price pendant tellement longtemps. Là, on se retrouve avec certaines interrogations. On en a parlé dans l'épisode avec Pascal un petit peu plus tôt cette année, justement des meilleurs espoirs. Et on avait parlé de Frédéric Dicao qu'on peut voir en ce moment dans le championnat du monde. Dans le championnat du monde. On a parlé aussi évidemment de Caden Primo. On a parlé de cette banque d'espoir que les Canadiens ont devant le filet. Mais il y en a des franchement intéressants. Et cette année, avec le TSLH Espoir, un de tes mandats, c'était justement d'observer les gardiens de but. Tu avais présenté un épisode où tu faisais justement, selon toi, le classement des meilleurs gardiens. Pourquoi est-ce que ça pourrait être une sélection inattendue, mais intéressante et possiblement réussie que de sélectionner un gardien de but? Et ensuite, tu nous mentionneras les candidats les plus probables. Ben, j'ai souvent dit qu'un gardien de but, c'était la dernière pièce du puzzle dans ta reconstruction. Même que j'ai souvent eu des débats par rapport au fait que j'aime mieux qu'on construise vers l'avant et en défensive pour après ça s'attaquer à la position de gardien de but. Tu l'as dit, on a déjà des gardiens dans le pipeline. Plusieurs ont de très beaux potentiels à explorer. Dobbs, Euh, que je n'ai pas nommé non plus. Là. exact, mais tu sais, considérant justement que les joueurs de 17 à peu près jusqu'à 40, là, les rangs dans ce coin-là, ont des potentiels quand même similaires, ben, tu peux même t'avancer à dire écoute, moi, il y a un joueur que je ciblais au 17e rang avec le choix des Panthers, puis je pense qu'il va être disponible en deuxième ronde. Je vais attendre en deuxième ronde, puis je vais aller chercher des joueurs que je pense que les équipes vont se tirer un peu plus là-dessus pour la rareté de la chose. Et cette rareté-là se porte vers la Les position de gardiens. gardien de but parce Intéressant. que c'est une belle année pour les gardiens de but dans le repêchage 2023. Puis il y a on y viendra, mais il y a des candidats vraiment intéressants que je pense ils pourraient glisser au premier choix de deuxième ronde des Canadiens. Mais encore là, c'est jouer avec le feu parce que je pense qu'il va y avoir un ou quelques gardiens qui vont sortir en première ronde. Commençons avec ta pipite sans trop nécessairement y aller de longues explications. Celui que tu chéris le plus, ta pépite d'or, c'est peut-être le moins connu de tous. C'est le gardien Jacob Fowler qui a eu le titre de meilleur gardien de la USHL. Donc, parle-nous un peu du profit de cet Américain-là. Ben, ça, c'est mon petit coup de cœur du repêchage 2023. Puis, euh, en toute honnêteté, c'est le genre de goaler qui pourrait sortir en troisième, quatrième ronde. Tu sais, je veux dire, à un OK. moment donné, moi, je classe les gardiens avec une projection que je pense qu'ils vont être les meilleurs d'ici plusieurs années. Euh, Parce que c'est sûr que des prototypes comme Carson Bjarnason et Michael Rabal Gros sont, bonhomme. sont plus attirants pour le gabarit et tout ça. Mais je trouve que Fowler, c'est un gardien qui donne constamment une chance à son équipe de gagner euh, par son contrôle de rebond, par sa gestion de la rondelle. Tu sais, quand ça bourdonne autour du filet, c'est le genre de gardien de but qui va calmer les choses en gelant la rondelle. Puis ça, on l'a vu cette année dans USHL, ça l'a grandement aidé sa formation. Puis c'est pas pour rien qu'il a été gardien de but par excellence dans USHL. Il a eu une très bonne saison, mais encore là, c'est un gardien qui n'a pas joué dans les tournois internationaux, qui ne s'est pas trop fait voir. Donc, il passe un petit peu sous le radar. Mais tu sais, je pense que ça pourrait être une cible vraiment intéressante. Tu as parlé de Bjarnason et de Rabal. On peut mentionner Trey Augustine aussi. Ça complète un petit Ouais. peu le quatuor
de potentielle cible pour le Canadien si on veut aller chercher un gardien de but qui pourrait être d'impact. Augustine, on l'a vu avec le programme de développement américain. Il y a eu des excellentes statistiques. Il avait toute une formation devant lui. J'aimerais que tu nous mentionnes un petit peu, parce qu'évidemment, c'est un risque de repêcher un joueur à 18 ans. Le développement est tellement loin d'être complet. Et on peut le voir avec certaines sélections hâtives. Ça met quand même une certaine pression, ça met des attentes. On peut penser à un Sébastien Cossa qui, depuis sa sélection, a eu quand même des moments difficiles. Là. Il a eu quand même des moments un petit peu plus glorieux cette année, mais ça a été quand même difficile depuis sa sélection. Est-ce que le fait d'avoir un deuxième choix de première ronde vient atténuer cette pression-là de se dire ce n'est pas notre seul candidat et si ce l'était, c'est dangereux de prendre un gardien à cause justement de ce haut risque? Ben, je pense que cibler un gardien, ce serait justement d'éviter que ces gars-là soient plus disponibles. Ça serait peut-être un Ouais. petit reach. euh, Parce que, tu sais, il va en avoir des disponibles en deuxième, en troisième ronde. Le CH nous a habitués à repêcher des gardiens de but en Plus sixième tard, ronde ouais. aussi tout le temps. Mais c'est vraiment pour la projection maximale. Tu sais. Des gars comme Rabal qui ont des énormes gabarits. Puis, tu sais, Rabal, honnêtement, s'il y a bien un gardien dans les quatre qu'on a mentionnés qui ferait du sens avec les Canadiens, ce serait bien lui parce que c'est un gars qui a un très beau gabarit et qui se développe avec les Lancers d'Omaha. Puis le recruteur de la USHL a quand même eu un certain succès là, en repêchant Jacob Dobush qui jouait Ouais. avec les Lancers d'Omaha aussi. Donc, tu sais, souvent, ça marche par confiance. Le head scout va faire confiance à son scout régional. Puis, s'il pousse un gardien que, hey, lui, tu ne peux pas passer à côté, ben, peut-être qu'on serait tenté d'y aller avec justement une sélection champ gauche qui est peut-être inattendue, mais qu'on veut être sûr à 100% qu'on mette la main sur un joueur comme ça, un gardien comme ça, parce qu'on le sait qu'au début de la deuxième ronde, il va y avoir un joueur qui va correspondre à ce qu'on recherche, qu'on aurait pu prendre avec le choix de première ronde, mais qui va être disponible en deuxième ronde. T'sais. Le fait d'avoir ces deux choix collés là, comme l'année passée, est réellement un avantage. Et c'est intéressant ce que tu amènes, le fait de sécuriser ce choix-là. On en a parlé, le choix numéro 5, on aurait peut-être un petit malaise de vraiment faire un reach. Oui, tu as dit qu'avec un Ryan Leonard, on serait satisfait, mais quand même, là, on serait peut-être plus à l'aise de justement faire un reach, aller chercher un gardien qu'on voyait peut-être un petit peu plus tard pour s'assurer vraiment d'avoir cet espoir-là de qualité. N'en déplaise à des Emmett Croteau, je ne sais pas ton niveau de confiance en lui, probablement assez bas, mais c'est important pour l'organisation d'aller chercher ce gardien qui pourra se développer. On en a d'autres qui sont devant lui, mais pourra se développer, mais qui légitimement pourrait être un gardien numéro 1 de cette franchise-là pendant des années. On va y aller avec la deuxième catégorie, une sélection qui est à la clôture, hein, qui est un coup à la clôture, qui en serait une à haut risque. Un joueur qui est high risk, high reward. Puis là, on en a plusieurs candidats en tête. Euh, des joueurs qui potentiellement pourraient être un bust, mais qui pourraient aussi avoir de belles carrières. Donc, c'est un coup à la clôture. Et le premier nom qui vient en tête, c'est celui de Riley Height, qu'on a pu voir récemment au U18. Là, il avait rejoint l'équipe. C'est un joueur quand même à petite stature, là, 5 pieds 11, a quand même eu une belle saison avec Prince George, 97 points en 68. Euh, Pourquoi, selon toi, est-ce que il vient avec sa dose de risque? C'est un joueur qui alimente très bien ses coéquipiers. C'est un joueur qui a vraiment des habiletés de fabricant de jeu très élite, mais ça a sa part de risque aussi. Pas toujours impliqué sur le jeu. Ouais. Je trouve parfois même qu'il va bénéficier beaucoup de Cohen Zimmer, son coéquipier à Prince George. Euh, fait que c'est un joueur qui pourrait devenir excellent associé à certains profils de joueurs. Mais d'un autre côté, j'ai toujours cette petite question concernant Riley Heights, si c'est juste un joueur junior, un joueur qui produit au niveau Ouais. junior, mais qui va avoir de la misère à apporter ses talents de fabricant de jeu au prochain niveau. Puis, tu sais,
le coup de circuit, on l'a vu l'année passée. Là, le CH est allé d'une sélection safe au premier rang. Stavkovski, c'était une sélection C'était très assez safe. safe. On voulait aller chercher un profil type. Si on fait la même chose avec des gars comme Reinbacker et Dvorsky au cinquième rang, ça se pourrait qu'on veuille faire un coup de circuit avec le dernier choix de première ronde. Bon Puis point. Riley Heidt correspond à ce prototype-là. Là. Le deuxième candidat est celui de Otto Stenberg. Euh, c'est un profil intéressant. Pas y aller. Être très franc avec toi, je ne le connaissais pas avant de le lire dans ton texte. Euh, il a eu quand même une belle performance au U18, 16 points en 7 matchs. Par contre, ce que tu cibles, c'est que c'est une production en demi-teinte. Donc, dans des tournois internationaux, il va avoir une belle prestance, va produire. Toutefois, dans sa ligue en Suède, là, il jouait avec Frölunda en SHL. C'est une production qui est très, très moindre. 3 points en 23. Mis à part les points, qu'est-ce qui ferait en sorte autant ça pourrait être une bonne sélection que ça pourrait en être une qui devient un échec. Là. Ben, c'est un joueur, justement, tu l'as dit, la production en SHL n'est pas là. Puis dans le rôle qu'on lui donne, c'est pas nécessairement le profil qu'on recherche. Si tu veux voir un Otto Stenberg sur ton troisième trio, j'espère que ton troisième trio est offensif parce qu'il ne t'offrira pas vraiment de support sur l'échec avant, OK. sur le jeu physique, sur les batailles pour la rondelle, alors que quand il joue contre des joueurs de son âge, son rôle est purement et strictement offensif et il est très, très menaçant. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a comme, tu sais, à l'interne au TSLH Espoir, on parle de deux Otto Stenberg. Quel Otto Stenberg va se présenter dans NHL? On ne le sait pas, mais c'est pour ça, tu sais, ça rentre dans la définition du coup de circuit. Là, Exact. tu sais. Et le dernier nom pourrait en faire sursiller plusieurs. Pour ceux qui ne vous ont pas écouté cette année, ça va être un choc, ça va être une surprise parce qu'on le voyait haut. On le voyait haut et à l'interne, beaucoup de discussions, on a démystifié un petit peu ce candidat-là. Puis c'est un joueur qui, oui, il est énigmatique, mais il est facile à comprendre. C'est celui d'Andrew Crystal. 95 points en 54 matchs. On l'a vu sur des listes aussi haut que au cinquième rang. Euh, dans la liste de Craig Button, il a rebaissé. Sa liste de mi-année, il était top 10. Là, il redescend de manière fatidique, je pense au 35e rang, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas le seul à le mettre dans le top 10. Pratiquement toutes les listes, on allait voir n'importe quel site, Tankathon et tout, il était classé top 10. Toutefois, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. On l'a vu en fin d'année et je pense que tu vas pouvoir enchérir là-dessus. C'est un joueur qui, lors des moments clés, ne lève pas son jeu d'un cran. Il a été très décevant en série. Oui, il a produit en U18, mais on aurait eu besoin que ce joueur-là mette l'équipe sur ses épaules et il ne l'a simplement pas fait. C'est un joueur de périphérie et ça paraît dans les moments clés. Là. Tu sais, Andrew Crystal, moi personnellement, puis tu sais, on glisse un mot sur la liste de Craig Button, puis tu sais, moi j'ai pour mon dire que chaque liste euh, est légitime par rapport à l'observateur. Ouais. Tu sais, je suis qui pour juger la liste des autres? Tu sais, moi, il y Par a du rapport au monde qui travail vont. qui est fait aussi, Exact, tu je sais, pense que. mais tu sais, il y a du monde qui vont juger ma liste puis qui vont trouver ça des bizarre, puis c'est bien Ouais. correct, tu sais, je veux dire, si on a les arguments puis qu'on peut en discuter, il n'y a pas de trouble. Mais ce que j'ai un peu de misère avec le rang de Andrew Crystal, c'est qu'il passe de 22 à 8 à 38 dans une même C'est saison, particulier. alors que si on exclut la production offensive, Andrew Crystal a joué de la même façon toute la saison. Tu sais. Fait que moi, c'est là que j'accroche un petit peu, là, mais fin de la parenthèse pour la liste Ouais. à Button. Euh, Crystal, tu l'as dit, c'est un joueur de périphérie. C'est un joueur qui m'a quand même plu. Je dois être honnête, là. Au Linka, il m'a plu. Et C'est un joueur qui était dynamique, qui était intéressant à regarder. Je l'ai vu à quelques reprises là, rentrer par le centre. Il a offert de belles choses, mais c'était pas le moteur de cette équipe-là, mais pas du tout. Alors qu'au U18 cette année, il était censé être une tête d'affiche offensive de cette équipe-là, et ouais. ça n'a pas fonctionné du tout. Beaucoup de jeux en périphérie. Toute la saison, ça a été ça d'ailleurs. C'était difficile. Puis là, on arrive sur des patinoires plus larges. Puis
c'est encore pire. Et Mais tu pourras continuer sur ce que j'ai peut-être observé avec le Rocket en série, à partir du moment que ça joue physique, mais on dirait qu'on ne le voit plus. non, il n'est plus là. Et c'est un problème pour un joueur qui va avoir une petite taille, comme un Benson, mais qui va avoir une attitude qui va vraiment rentrer, là, qui va défoncer les murs. Sa petite taille fait moins peur. Tandis qu'un Andrew Crystal qui reste en périphérie, qui s'écrase quand il est frappé, on en a vu des candidats dans la Ligue junior qui ont tout cassé, puis ça ne marche pas parce qu'ils ont peur de se mettre le nez dans le trafic. Bien souvent, ça ne fonctionne pas. Puis vous l'avez mentionné maintes et maintes fois, Andrew Crystal, s'il n'est pas sur ton top 6, on Il oublie sert ça, à la rien. LNH. Là. Il sert à rien. Il sert à rien, mais tu sais, t'es au 28e rang, t'es au 30e rang, Andrew Crystal est disponible. Tu sais, Ça peut être intéressant. Ben on oui, en parle un petit peu négativement depuis tout à l'heure, mais il faut respecter quand même le talent que ce gars-là a. Tu absolument. sais, il a un talent offensif certain. Est-ce qu'il peut se transposer dans la Ligue nationale? Moi, j'ai de gros, gros doutes. Mais t'es rendu au 30e rang, puis t'as un gars comme Crystal disponible. Honnêtement, si tu veux frapper un coup de circuit, tu peux frapper un coup de circuit avec Andrew Crystal. Parce que talent brut, il serait à classer dans les tops quand même de ce repêchage-là. Juste un point de vue talent, hein, il situe quand même dans le premier tiers probablement du premier, de la première ronde. Là, corrige-moi si j'ai tort. Ben, Mais c'est c'est que tellement plus que ça. le cas de Crystal, c'est ça, il est intéressant parce que oui, il y a beaucoup de talent. Honnêtement, tu as raison de dire que c'est un des gars les plus talentueux de ce repêchage-là, mais ses lacunes font en sorte que son Ouais. talent vient être atténué. Fait que, tu sais, Andrew Crystal, puis là, on est dans la thématique du baseball, là, parce qu'à la base, je suis un joueur de base, là, mais La tu comparaison est sais, là. Andrew Crystal, c'est le genre de joueur que tu lèves la jambe en avant, tu frappes, Ah, puis t'as sort. un loin, tu flippes le bat, mais Le suffit bat d'un petit flip coup, en plus. puis il suffit d'un petit coup de vent, puis finalement, c'est une fausse balle. J'adore. J'adore. On va terminer cette section là-dessus. Cette comparaison-là est incroyable. Elle est parfaite. On s'en va maintenant frapper un coup sûr. Euh, Quelques candidats intéressants aussi. On a parlé d'une sélection qui serait inattendue, une sélection à haut risque. Un joueur qu'on est certain de ce qu'on va avoir en sélectionnant ce genre de joueur-là. On va commencer avec le produit local. Il y a quelques mois, on aurait pensé que ça aurait été impossible de le voir au rang 29. Il s'agit d'Étan Gauthier. C'est un joueur très travaillant qui produit dans la circulation lourde. J'ai pas eu la possibilité de regarder tous les matchs de séries éliminatoires du Phoenix. De ceux que j'ai regardés, j'ai resté un petit peu sur mon appétit. Euh, Peut-être que c'est la même chose, puis c'est ce qui fait en sorte que tu le places un petit peu plus tard. Parle-nous pourquoi est-ce que c'est un gars qui pourrait être disponible à ce rang-là, mais aussi pourquoi ça serait un bon choix compte tenu du rang. Là. Ben, je pense que le plafond maximal d'Ethan Gauthier est peut-être moins élevé que certaines On cibles qui pensait. pourraient y avoir, mais le plancher est plus haut. Fait que, tu Ouais. sais, c'est pour ça que ça devient comme au 28, 29, 30, tu sais, ça devient un choix qui devient sécuritaire, tu sais, parce que Ouais. moi, je vais le classer, tu sais, j'ai pas fait ma liste finale, mais je suis pas mal sûr qu'il va être encore au milieu de ma première ronde. Tu sais, en série, en fait, depuis la date limite des transactions avec le Phoenix, tu sais, on a vu que le rôle d'Ethan Gauthier, tu sais, il a été diminué, puis c'est normal, tu sais, on a fait des grosses acquisitions, le gars, Ouais. il est jeune, et c'est un gars très, très, très versatile. Tu sais, c'est un joueur que tu peux placer sur ton troisième trio et il va être très efficace et tu peux le mettre sur un premier trio comme Olenka qui jouait avec des gars comme Benson et Jaeger, Braden ouais. Yeager. Ça marchait. Il a été excellent. Tu sais. Fait que c'est un très bon complément sur un trio offensif. Ça peut Intéressant. être aussi un très bon joueur de soutien sur un troisième trio. Donc, cette versatilité-là pour Ethan Gauthier le rend très, très, très sécuritaire, mais aussi très appréciable pour un choix de fin de première ronde. Un des joueurs qui m'intéresse le plus dans ce repêchage-là, et je vais m'allier à Seb Gagné, c'est celui de Grayson Sachin, qui, on a parlé un petit peu de son équipe tout à l'heure, et il joue avec les Thunderbirds de Seattle. Il a, et veut pas, à cause de cette force offensive-là, il a passé beaucoup de temps sur le troisième trio cette année.
C'est un petit centre qui, comme Gauthier, n'a pas peur d'aller dans la circulation lourde où ça compte. Belle production quand même, 58 points en 58, dans une équipe qui était justement boostée offensivement. Est-ce que Sachin, tu penses que dans une autre équipe, sa production aurait fait en sorte, peut-être qu'il a le talent pour sortir mi-première ronde et le fait qu'il soit un petit peu plus dans une situation de sleeper ferait en sorte qu'on frappe vraiment un coup sûr parce que c'est un moins gros profil, mais le talent est là. Ouais, ben, tu sais, on parlait d'Ethan Gauthier au niveau de sa versatilité. Sachin, c'est un peu ça, tu sais. Je pense que Gauthier est capable d'être un peu plus physique, par contre, OK. mais Sachin, je pense qu'il peut être un petit peu plus offensif. Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, si Sachin est disponible à la fin de la première ronde, moi, je pense que ça pourrait être un excellent choix. Puis, tu as raison de dire que je pense que son offensive aurait pu être supérieure encore s'il avait eu un rôle plus déterminé. Mais d'un autre côté, il a été capable de produire sur des trios moins offensifs et il a été capable Ça de en dit gros. complémenter les meilleurs joueurs de son club. Donc, c'est ça. C'est encore une fois la versatilité, la projection sur plusieurs chaises qui rend ces joueurs-là alléchants en fin de première ronde. Tu mentionnes deux autres cibles potentielles, là, Kane Zimmer, qui est le coéquipier de Riley Height avec Prince George. Gavin Brindley aussi, petite stature, qui a quand même eu une très belle saison à l'Université de Michigan. Donc, deux autres cibles potentielles qui seraient une belle sélection au rang 29. On va terminer l'épisode en faisant un petit recap de ce qui nous attend pour les prochaines semaines. On sait que pour avoir écouté votre épisode cette semaine avec Marty du podcast La Relève, lui, il va sortir sa liste bientôt. De votre côté, euh, il reste encore certaines choses à voir, hein. Le championnat du monde n'est pas terminé. Il va y avoir le combine un petit peu plus tard, mais votre liste s'en vient. Qu'est-ce que vous surveillez dans les prochains jours, prochaines semaines? Ça s'en vient quand même très vite. Là. Dans un petit peu plus d'un mois, ce sera le repêchage à Nashville. Donc, qu'est-ce qui vous attend côté couverture des espoirs dans les prochains temps? Honnêtement, ça vient. Ça C'est vient vrai que ça vite. va vite, là. Ça va vite pas mal, là. Tu sais, présentement, on est en finalisation de nos listes, effectivement. Il y a des matchs de série. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de misère, tu sais, avec mon travail, là, tu sais, j'ai beaucoup de misère à venir regarder les matchs à jour, là, tu sais. Fait que Ouais. moi, les séries, il y a des matchs de série que je vais regarder dans 2 semaines, tu sais. OK. Fait que j'ai plusieurs visionnements à faire encore. Euh, on a, J'oubliais on la a Coupe nos, Memorial, mais ça, c'est un il y a point la Coupe important. Memorial, ça, qu'il y a des bonnes chances que je le regarde en direct, effectivement. Mais tu sais, là, il faut que je m'affaire aussi à couvrir la finale avec les remparts. Donc, c'est Ouais. assez occupé, là, mais non, on va y arriver. Puis, tu sais, ce qui reste à faire, bon, on a beaucoup d'émissions de podcasts à produire. On a des mocks, on a notre War Room qui s'en vient aussi. Ouais. On a toute la préparation du guide. Fait que, non, le mois de mai et le mois de juin, c'est des gros mois, là. Pour renchérir sur certains éléments que tu viens de mentionner, et c'est les moments clés du TSLH podcast. C'est là que tout votre travail vient d'une année complète, vient à jour, vient à bout. C'est le War Room. Donc, c'est cette discussion que vous allez avoir pour vraiment, comme on le fait dans un repêchage, d'où le nom du War Room. Vous débattez de pourquoi tel espoir va sortir à tel rang. Le guide que tu as mentionné, ça, c'est un travail colossal. L'année passée, de mon côté, j'étais en voyage lors du repêchage, donc je n'ai pas pu le suivre en live, mais ça va être un outil extraordinaire que vous mettez à la disposition des gens. Ce sont vos observations pour une quantité d'espoir qui est pratiquement affolante. Et c'est une variété aussi d'opinions pour chacun des espoirs. Donc, à chaque fois qu'un des espoirs, qu'un joueur peut être sélectionné, on peut directement aller dans le guide qui était disponible gratuitement aux gens. Donc, c'était vraiment une référence qui était très, très intéressante. Donc, justement, c'est ce travail-là que le TSLH Espoir va offrir aux gens ces outils-là afin d'être prêt au repêchage qui est un moment clé, un moment névralgique de notre année. Donc, ça doit quand même être excitant de voir un petit peu la lumière au bout de ce long tunnel.
Ah oui, c'est la Hell Season qu'on appelle là, la saison de l'enfer, là. On a beaucoup, beaucoup de rédaction là, pour vrai. Tu sais, il y a des journées que je dois écrire à peu près 5000 mots juste en profil, puis en quotes, en citations pour les espoirs. Mais tu sais, c'est ça, c'est gratifiant à la fin. Tu sais, on est fiers de ce Tellement. qu'on fait, puis on le fait avec passion. Puis sais, on est content quand les gens nous donnent des bons reviews. Puis, tu sais, on a aussi des critiques constructives qu'on va amener certaines modifications dans C'est le guide intéressant. cette année. Tu sais, parce que je pense qu'on est en constante évolution. Puis, si on offre toujours la même qualité, mais à un moment donné, tu sais, le monde va cette année. Là. Fait on s'améliore à chaque fois. Puis dans les améliorations, ben, cette année, il va y avoir plus d'espoir dans le guide encore. Puis, puis tu sais, on va amener quelques petites touches là, qui vont être intéressantes également. Là. Vraiment intéressant et j'invite les gens à suivre justement vos listes qui vont sortir dans les prochaines semaines. Euh, Avant le repêchage, je vais essayer d'aller vous voler pendant quelques minutes pour avoir justement certaines opinions sur vos listes. On a hâte que ça sorte. Puis c'est toujours une belle référence. Puis vraiment, l'exercice est intéressant en bout de ligne parce que c'est selon vos opinions à vous, vous le dites, hein, vous ne vous mettez pas nécessairement dans la peau des, des, des experts qui font les sélections pour les équipes de la Ligue nationale. Votre travail est plus facile parce qu'on n'a pas cette pression-là, mais le travail est tout aussi intéressant. Donc, merci pour tout ce beau boulot-là. Et d'un point de vue personnel, je te remercie pour cette belle heure passée. On a fait quand même, il y avait beaucoup de matériel à couvrir, mais l'après-loterie, c'est pas rien. Puis on a un petit peu fait la lumière sur certains éléments. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous, Mathieu, aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de trouble. Moi, c'est toujours un plaisir, Étienne, tu le sais. Puis moi, je suis toujours partant pour parler d'espoir. Il y a jamais de trouble avec ça. C'est clair. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous les éditeurs d'avoir été présents. On se revoit bientôt pour un prochain épisode du Temps d'arrêt. Au revoir.